Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à cet atelier Concilier business et durabilité, l'enjeu de formation des dirigeants. Je m'appelle Antoine, je travaille pour Ecolearn et je serai le modérateur de cet atelier. Cet atelier va se structurer en 3 temps. Un premier temps où nous allons poser une question spécifique à chaque intervenant, intervenante que nous avons parmi nous. Un deuxième temps plus tourné autour du dialogue pour croiser leurs regards, leurs expertises, et un temps bien évidemment participatif avec vous si vous avez des questions. Nos intervenants, justement, qui sont-ils ? Alors, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Arnaud Herman, ancien directeur développement durable du groupe Accor Hôtel, cofondateur et CEO de l'organisme de formation Ecolearn. Nous aurons également la chance d'entendre Mathieu Richer, qui est le directeur RSE du groupe Casino depuis 2010. Il a travaillé auparavant auprès du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis à l'ambassade de France à New Delhi, où il était en charge des questions énergétiques et de nouvelles technologies. Et présente également parmi nous Anna Lefauder, qui est membre du comité de pilotage de la Convention des entreprises pour le climat. Elle est économiste et géologue de formation, en accompagnant aujourd'hui les entreprises, notamment dans leur stratégie RSE et d'impact positif. Son sujet de prédilection est la régénération du vivant. Aux côtés de Anna, nous aurons la chance d'entendre également Valérie Bachet. Après 10 ans d'expérience en direction générale et à la direction d'une BU qui employait 1700 personnes dans l'industrie de la santé, elle a aujourd'hui cofondé Mineo, qui est un cabinet composé d'anciens dirigeants et qui se spécialise dans le coaching et l'accompagnement de CEO à la transformation responsable. Enfin, nous aurons également l'occasion d'entendre Muriel Blanc, qui est la VP Innovation, Santé de la Femme et RSE chez Biocodex, une entreprise pharmaceutique. Elle est membre du COMEX de l'entreprise et aussi en contact direct avec les équipes opérationnelles, ce qui lui permet de porter un regard transversal sur ces enjeux de transformation. Passons sans plus attendre à notre premier temps de questions. Je serai le maître du temps et ce rôle exigeant, je le tiendrai de la meilleure des manières, j'espère. Commençons donc par la première question que j'adresse à Arnaud. L'ordre de parole suit les portraits que vous voyez sur la slide. Première question donc que j'adresse à Arnaud. Arnaud, pourquoi est-ce important aujourd'hui de former les dirigeants ? Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. On va commencer directement par cette question effectivement d'introduction. Pourquoi former les dirigeants ? Tout simplement parce que c'est indispensable. Alors, je vais quand même développer un tout petit peu ce propos. Pour moi, ça pose 2 questions sous-jacentes. C'est pourquoi les dirigeants et pourquoi les former ? Pourquoi les dirigeants ? Au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, on constate bien aujourd'hui que nous sommes confrontés à des désordres, des problématiques externes à l'entreprise qui sont climatiques, environnementales, sociales, sociétales, enfin de tout ordre, et qui fracassent aujourd'hui les portes de l'entreprise et qui démontrent bien que le modèle traditionnel qui est suivi aujourd'hui par la majorité des entreprises se fissure de toutes parts et nécessite d'autres réponses que celles qui ont pu être apportées jusqu'à présent par la RSE, par d'autres mentions. Donc on voit bien que les entreprises ont essayé d'apporter des réponses ces 20 dernières années à travers des programmes de développement durable qu'elles ont poursuivis, mais qui s'est au demeurant restreint et qui n'a pas été à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et la raison est assez simple au final, c'est que ces programmes sont demeurés, aussi ambitieux soient-ils, assez périphériques par rapport au fonctionnement des entreprises. Elles n'ont pas remis en question le logiciel même, le modèle économique des entreprises. Et aujourd'hui, on prend conscience que le seul moyen d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous, et je ne reviendrai pas sur les 18 ou 36 derniers mois qu'on a passés qui démontrent bien que le modèle craque un peu, le seul moyen, c'est de remettre en cause le modèle et d'inventer une nouvelle façon de conduire l'économie. Et quand on pose la question sous cet angle-là, on s'aperçoit que c'est tous les aspects, toutes les dimensions du fonctionnement d'entreprise qui sont à questionner. Son modèle de création de valeur, donc
comment l'entreprise va générer de l'activité, son utilité même, à quoi sert l'entreprise. Et puis quand on tire le fil, la question de la gouvernance, la question de l'organisation en interne, la question de la culture d'entreprise, la question du rôle de chaque acteur de l'entreprise, la question de la place de l'entreprise dans son écosystème. Et donc ce sont précisément ces questions-là qu'il s'agit d'adresser. Et de facto, la réponse sur la place des dirigeants coule de source. Ça ne peut pas être autrement qu'un projet qui est ultra stratégique, porté au plus haut niveau de l'entreprise, donc un projet qui implique les dirigeants, qu'ils soient les dirigeants exécutifs ou les dirigeants du conseil d'administration. Et après la formation, je serai très bref pour laisser la parole à mes camarades. Formation parce que tout simplement, on s'aperçoit que la plupart des dirigeants n'ont jamais eu vraiment été exposés à ces questions-là et que ça s'apprend. On est sur des sujets complexes, systémiques, et on n'a pas d'autre choix d'avoir une certaine humilité pour prendre le temps de détricoter ces différents aspects et de façon à prendre des décisions éclairées et de se projeter dans la durée. Merci Arnaud. Alors ce petit geste, on s'est mis d'accord dessus au préalable, ça nous vient des matchs d'impro pour ceux qui connaissent, c'est généralement les arbitres, quand l'impro touche à sa fin, qui disent voilà, il est temps de conclure. On s'est mis d'accord sur ce petit code, pas qu'il y ait de surprise. Je me tourne à présent vers Mathieu. Mathieu, vous avez réalisé un exercice de formation de certains de vos dirigeants aux enjeux du climat. La question que je vous pose, elle est double. Premièrement, sous l'angle des difficultés. Est-ce que vous en avez rencontré, par exemple, d'un point de vue d'une compréhension parcellaire ou incomplète de ces questions? Et ensuite, une deuxième question qui est de dire, est-ce que vous en avez tiré des bénéfices? Oula, vaste question en 2 minutes 30. Donc déjà, merci Arnaud d'avoir permis d'être à tes côtés aujourd'hui. Je tenais à être là parce que Arnaud, effectivement, a été directeur développement durable chez Accor et a été un des premiers à s'engager à monter une société dans la formation des dirigeants, mais pas que. Et ça, il y a 3 ans. Et donc, je tenais effectivement à appuyer cette démarche et le travail qui est fait. Et donc effectivement, au sein du groupe Casino, on a fait appel à EcoLearn. Donc je retrace juste en 2 éléments du groupe. Le groupe Casino est engagé dans une trajectoire SBT, donc je pense que vous connaissez Science Based Target, avec des objectifs climat qu'on a définis il y a plus de 3 ans. Et en même temps à adhérer à la TCFD, qui est un référentiel notamment sur le risque climatique, dans lequel on s'engage à former nos cadres dirigeants. Donc ça, c'est déjà, d'un point de vue engagement du groupe, on s'est engagé à le faire, et notamment à former les membres du conseil d'administration. Au-delà de l'engagement, pourquoi on le fait et pourquoi c'est intéressant de le faire? Pour s'assurer, nous, direction RSE, qu'on parle bien le même langage avec nos administrateurs et avec le comité exécutif lorsqu'on s'adresse au comité exécutif. Parce qu'effectivement, ce sont des domaines qui sont relativement récents, même si quand même le climat, on en parle depuis longtemps, donc il y a une forte acculturation, en tout cas chez nous, de nos administrateurs et des membres du comité exécutif. Mais toujours est-il qu'on a un langage, on a un jargon qui est quand même très spécifique aujourd'hui dans nos métiers, qui va devenir de plus en plus technique et spécifique. On parle de la taxonomie verte, on parle du SBT, on parle de Scope 3, on parle de facteurs d'émission, etc., etc. Donc nous, l'enjeu de la formation, c'est évidemment de redonner du sens, de revenir sur le pourquoi les enjeux liés au climat, pourquoi les entreprises s'engagent, pourquoi on met en place toutes ces actions depuis 10 ans. Mais ça, globalement, des administrateurs qui sont quand même dans d'autres entreprises, qui sont dirigeants eux-mêmes, ils sont déjà largement confrontés à ces sujets-là. Donc nous, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on a bien la même vision des enjeux, qu'on est bien aligné sur le référentiel et le jargon qu'on va utiliser pour leur donner les moyens de questionner, d'interroger ce qu'on va présenter, nous, lors des conseils d'administration en comité exécutif, et effectivement qu'ils puissent challenger finalement nos présentations ou nos bilans. Et pourquoi c'est important? Parce que par exemple, quand vous présentez une trajectoire climat, vous pouvez tout à fait montrer qu'effectivement votre trajectoire climat, elle est positive, on est en train de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On peut se poser la question de mais à quoi c'est dû? Si vous n'êtes pas expert ou vous n'avez pas un peu de connaissance du fonctionnement des bilans carbone et des Scope 3, vous pouvez avoir plein d'explications, dont l'une d'entre elles est simplement le fait que le facteur d'émission que vous utilisez, il a changé. Vous y êtes pour rien, le facteur d'émission dans le pays il a changé, donc vos émissions baissent, vous pouvez augmenter à l'inverse. Eh bien, c'est sûr que si vous avez des équipes en face, des administrateurs, des membres du comité exécutif qui connaissent un peu ce langage et comment ça fonctionne, de la même manière qu'ils challenge quand vous présentez les résultats financiers, les taux de change, qui peuvent expliquer une variation de votre chiffre d'affaires à la hausse ou à la baisse, pour autant vous y êtes pour rien, ça va juste changer un certain nombre de KPIs, mais ça ne change pas la performance. Et bien, de la même manière, sur le climat, vous avez les mêmes enjeux. Et donc, il est important qu'on s'assure, nous, direction de la RSE, qu'ils aient bien l'ensemble de la compréhension de ces enjeux, du vocabulaire et des concepts pour nous challenger. Et la difficulté en une seconde, c'est que très rapidement, on passe de la formation au conseil.
Et ça, c'est important qu'on ait des structures comme celle d'Arnaud, et je pense que c'est important qu'ils restent sur cette ligne-là, qui sont des structures de formation. Ils sont là pour délivrer une formation, pas pour entrer dans une logique de conseil. Mais très rapidement, les questions, c'est pas le pourquoi, etc., mais c'est bon, comment. Alors, est-ce que ce que font les équipes chez Casino, c'est bien? Est-ce qu'on peut faire mieux? Les administrateurs vont être vite sur le comment. Et donc, il faut bien différencier le comment, qui va être du domaine du conseil, finalement, pourquoi, de la compréhension des enjeux, qui est du domaine de la formation. Et ça, c'est la difficulté, parce que très rapidement, on est sur le comment. Merci Mathieu. Le propos est dense. Merci de vous plier à chaque fois à la règle des 2 minutes 30. Je me tourne maintenant vers Anna. Anna, vous avez donc piloté avec d'autres personnes le projet de convention des entreprises pour le climat. La question est simple. Y a-t-il un avant-après la convention ? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, de partager justement l'expérience de la convention des entreprises pour le climat. Donc juste en quelques chiffres, c'est d'abord une initiative privée qui s'inspire de la Convention citoyenne. Donc c'est 150 dirigeants, c'est à peu près plus de 250 000 collaborateurs et ça représente plus de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est juste pour vous poser ça de manière chiffrée. Donc en fait, c'est pas un parcours de formation, c'est vraiment plus un parcours de transformation, à la fois avec effectivement le volet formation, mais aussi surtout le volet personnel, transformation personnelle du dirigeant. Donc on a vraiment voulu en fait que ces enjeux soient bien compris et soient saisis aussi à titre personnel. Parce qu'un dirigeant, c'est aussi un homme, une femme, c'est un entrepreneur, mais il a aussi une famille, il est concerné aussi en tant que citoyen, donc il a un rôle à jouer. Et donc, c'est vraiment, en fait, axé sur son rôle à jouer, donc avec tout un parcours, effectivement, pour aller poser, comme a pu le préciser tout à l'heure Mathieu, aller poser des bonnes questions, aller toucher aussi les sujets au cœur du modèle économique. Donc, je vais juste vous partager un témoignage, quelques lignes, d'un participant de la Convention des entreprises pour le climat. Donc, dans cette convention, on avait Renault Trucks, donc le directeur général de Renault Trucks, Christophe Martin. Donc, voilà ce qu'il dit. Pour moi, c'est très clair, il y a un avant et un après CEC. Prise de conscience de la magnitude et de l'urgence de la situation, capacité et volonté d'écrire une nouvelle histoire et de nouveaux business models dans un élan de convivialité, conviction de la nécessité de compter ce qui compte vraiment. Tels sont quelques-uns des chocs que j'ai eu la chance de vivre avec quelques dirigeantes et dirigeants grâce à des intervenants exceptionnels d'authenticité et une équipe organisatrice très professionnelle. Ce mouvement à la fois émotionnel et structurant me permet de lancer en confiance un vrai virage dans mon organisation et plus largement dans notre écosystème. Les premiers retours de nos équipes sont très positifs et nous incitent à aller plus loin. Donc voilà, donc je porte cette voix d'un dirigeant. Il y en a quelques-uns dans la salle aussi, donc ceux qui veulent lever la main, et voilà, si vous voulez échanger avec eux. Donc il y a Édouard de l'entreprise Pixelis qui est extrêmement engagé, qui lui aussi effectivement a vécu ce parcours et qui est justement déjà entreprise Bicorp, il est arrivé dans ce parcours avec justement une connaissance des enjeux, mais ça l'incite encore à aller beaucoup plus loin. Voilà, merci. Merci Anna. À présent, Valérie, une question pour vous. Vous avez donc une expérience d'ancienne dirigeante. Vous êtes maintenant impliquée dans le cabinet Minéo. La question qu'on aimerait vous poser, c'est comment lever les obstacles à l'engagement des dirigeants dans la transformation responsable avec cette idée de dépasser l'envie pour concrètement rentrer dans l'action. Bonjour à tous. Merci Antoine pour cette belle question. Merci Arnaud pour l'invitation. Alors déjà, comment lever les obstacles ? Pour moi, il y a 3 obstacles à lever. Le premier, c'est de ne pas voir la RSE comme une contrainte. Très souvent, on va arriver sur le sujet RSE, on va aller sur le E, on va aller sur l'empreinte carbone. Et puis là, tout de suite, assez rapidement, on voit les coûts, les ressources, comment je trouve mon ROI, parce qu'on est toujours dans l'ancienne manière de voir les choses. Et puis, au fur et à mesure, on regarde la liste des critères et on commence à se dire, mince, c'est quoi cette contrainte ? À qui je vais pouvoir le déléguer dans mon entreprise ? On ne voit pas ça par le bon côté. Pour nous, le bon côté, c'est une magnifique opportunité de se poser les bonnes questions sur son modèle économique, de le repenser et de se dire finalement, si je prends un petit peu de recul, c'est quoi l'utilité sociale, environnementale au niveau de la communauté, de mon entreprise, et comment je peux repenser mon business model.
Le deuxième obstacle, vous le connaissez tous, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants qui le subissent, c'est le tourbillon du quotidien, c'est le nez dans le guidon, c'est j'ai l'inflation, la supply chain, comment je fais avec mes prix, est-ce que je passe mes prix à mes clients, puis en plus si j'ai des coûts RSE qui arrivent, ça ne va pas aller dans le bon sens. Et il y a forcément cette difficulté à lever le nez, à prendre un petit peu de recul et à se rendre compte que quand j'ai des problèmes de recrutement, j'ai des problèmes de supply chain, j'ai des problèmes de prix, peut-être qu'il y a un sujet sous-jacent qui est à peu près toujours le même, qui est justement repenser le modèle économique, repenser mes circuits, repenser ma supply chain. Le troisième point, c'est si jamais j'ai compris tout ça, je commence par où ? J'y vais comment je mets ça dans mon organisation ? Comment je fais pour que ce ne soit pas un énième plan d'action à ajouter dans la to-do list de mes équipes ? Donc ça, pour moi, sont les obstacles majeurs. Et comment on fait pour passer de l'envie à l'action ? Finalement, c'est modifier le récit. C'est aller au-delà de la manière de voir jusqu'à maintenant du modèle. C'est se poser les bonnes questions par rapport à finalement pourquoi cette entreprise existe. Quelle est cette raison d'être au monde ? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de raison d'être. Alors, il y a du purpose washing, du greenwashing et tout ça. Mais si on fait un véritable travail sur, finalement, pourquoi cette entreprise existe au monde, on commence à modifier le récit. Modifier le récit, ça veut dire raconter une nouvelle histoire aux employés et à partir de là, les embarquer dans une nouvelle aventure qui va générer de l'impact positif parce qu'on aura revu le modèle de business. Et naturellement, les critères RSE iront mieux. Merci Valérie. Une question enfin pour Muriel. Muriel, vous êtes dirigeante, vous siégez donc au COMEX de Biocodex et vous vous posez la question de structurer, accélérer la démarche durable de l'entreprise. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont on peut mobiliser les dirigeants ? Je veux dire merci aussi à Ecolorn et à Arnaud qui m'a bien formé l'année dernière. Comment on fait ? En fait, un COMEX, il faut comprendre, pour la petite histoire, moi je l'ai rejoint il y a 1 an, donc j'ai une autre histoire avant. Et pour chaque COMEX, en fait, il y a des individus qui ont leur parcours. Et je vais aussi peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est hyper important de savoir qui sont vraiment ces gens, fondamentalement dans l'entreprise. C'est quoi leur histoire, leur rapport à la boîte, et bien sûr, après les cartes de pouvoir et autres, mais qui ils sont vraiment en tant qu'hommes et en tant que femmes tout simplement parce qu'on va aller chercher une fibre citoyenne à un moment donné. Et ça je pense que c'est très simple, mais à activer avant de... En fait, on est entre pairs. Il y a une difficulté aussi à être... On est membre du COMEX, on est pairs et j'ai pas raison sur toi. Tu as compris trop tard cette problématique. Moi, j'ai pris tout à fait le contre-pied en essayant d'être hyper humble dans la compréhension, puisque moi-même, c'est très récent. Finalement, il y a quelques années que je commence à comprendre qu'on doit faire absolument autrement le modèle. Et déjà, avec une posture d'humilité et d'écoute, de bien comprendre leur métier, c'est la base. Et progressivement, vite plaquer la réalité business sur les enjeux en fait, de gouvernance, d'environnement notamment, pour ne pas être hors sol, justement. Et il y a 2 postures donc, il y a l'humilité, pour moi, qui est très forte. L'écoute, empathie très forte, business, pas juste entre personnes. Et de bien comprendre où sont leurs irritants. Et puis essayer de là-dedans, justement, par opportunité, par innovation, puisque le fait de voir autrement les choses amène énormément d'innovation, de rentrer les sujets par cette voie-là. Et rapidement, sur nous, ce qu'on a fait très simplement, on a travaillé sur les enjeux RSE. Alors, OK, c'est un vieux modèle, peut-être la RSE, mais n'empêche que je pense que c'est la première étape à passer. On les a fait réfléchir sur leurs enjeux, métier par métier, entre pairs. Donc déjà, ça a sensibilisé. J'ai refusé la fresque du climat à un moment donné. C'était un sujet de discussion, d'ailleurs, avec Ecolorn, parce que c'est tellement émotionnel que le so what peut vite arriver, du genre, Greta, merci, on va passer à autre chose et on va revenir sur des choses plus concrètes. Donc, on a bossé sur la chaîne de valeur de notre entité, en fait, du médicament. Et il y a des barrières énormes aussi sur le médicament, pour ceux qui sont dans le médical. Et on a travaillé sur leur chaîne de valeur en les faisant réagir sur les impacts environnementaux, climat, biodiversité, sociétaux, etc. Et là, c'est devenu concret. À partir de là, je ne suis pas dans le jugement. Je les prends comme citoyens et ça peut rapidement les faire transformer. Parce qu'en effet, le constat, tout le monde l'a à peu près partagé. Maintenant, il faut passer à l'action. Merci Muriel. On arrive donc à la fin de ce premier tour de questions avec une question spécifique pour chacune de nos intervenantes. On va passer maintenant à un temps de dialogue plus ouvert qui va commencer par une première question que je vous adresse à chacune et qui est de dire
les questions de durabilité ne faisaient pas partie de l'ordre du jour des comités exécutifs jusqu'à peu. Maintenant, elles s'invitent de partout, notamment après l'été caniculaire qu'on a connu. Comment fait-on comprendre dans les instances dirigeantes que c'est un sujet qu'on maîtrise mal? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette reconnaissance qu'on ne sait pas? Vas-y. Bon, moi, je vais... alors, bon, je pense que c'est important. Muriel a parlé d'humilité. Je pense que c'est important qu'on fasse tous, on va dire, montre d'humilité devant ce sujet-là, parce que même les sachants ne savent pas tout. Et je pense qu'il est donc très important, en effet, de passer par un système de formation et d'avoir au moins une idée des ordres de grandeur pour définir les bonnes priorités. Ce qui est très important aussi pour moi au sein du COMEX, c'est où on place le sujet. Si c'est un sujet de communication ou RH ou un petit peu à côté, on va probablement passer à côté du sujet. C'est un sujet stratégique, c'est un sujet de réflexion globale. Et ce faisant, avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, donc s'informer et puis se poser les bonnes questions, oser se poser les questions. Alors, moi, je vais déjà lutter contre ce stéréotype parce que le sujet, il est déjà dans les COMEX, il est déjà dans les conseils d'administration depuis un certain temps. Et dans de nombreux groupes et grands groupes, c'est le cas. Donc, ce n'est pas là ce qui s'est passé cet été qui a changé quoi que ce soit. À la limite, il y a plus d'intensité, mais c'est déjà là depuis longtemps. Après, effectivement, on ne sait pas tout. Alors, je ne sais pas, on sait ce qu'il faut faire. Après, on ne sait pas comment le faire aujourd'hui. Pour beaucoup, quand vous parlez de supprimer, on sait qu'il faut supprimer le plastique chez nous. On sait qu'il faut baisser nos émissions de carbone de 38% d'ici 2030. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. Après, le comment on va le faire est beaucoup plus complexe. Et comment vous expliquer effectivement à des dirigeants qu'il faut faire ça, mais que vous-même, vous ne savez pas comment faire, alors que vous êtes censé être expert du sujet, effectivement, on peut poser des questions. Alors la réponse à ça, c'est quoi? C'est que d'abord, ceux qui vont faire, ce sont les opérationnels. C'est pour ça que le défi il est passionnant dans nos entreprises. Ce n'est pas un sujet de la direction RSE aujourd'hui. La direction RSE, on pourra y revenir si ça vous intéresse, sur leur rôle. Ceux qui agissent, ce sont les directions packaging, c'est les directions achats, c'est les directions métiers. C'est là où ça se passe. Et eux, ils doivent se remettre en cause, effectivement, pour essayer d'intégrer dans leur métier la dimension de l'impact social, sociétal ou environnemental, et donc se poser la question de comment je fais différemment, comment je trouve de nouvelles solutions. Et là, on va rapidement être dans je cherche des solutions, je discute avec des fournisseurs, je crée ensemble, je remets en cause, j'innove, etc. Et c'est là où en fait est l'enjeu majeur, c'est sur le comment je vais mettre en œuvre cette solution. Et on pourra y revenir parce que pour moi ça touche à quelque chose qui est clé, qui est la capacité d'innovation des équipes. Or en France, s'il y a un truc qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit, c'est surtout ne vous trompez pas, ne faites pas des erreurs. Or vous ne pouvez pas innover si vous n'acceptez pas de faire des erreurs. Et donc ça, il y a un sujet de couvrir ce risque pour les équipes. Pour revenir à la question sur les équipes, nous en tant que direction RSE, on est là aussi pour expliquer, enfin participer à dire ce qu'il faut faire, à travailler sur le comment et à mettre ces sujets dans le logiciel de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un groupe comme le nôtre, on en est sur voilà ce qu'il faut faire, voilà les solutions qu'on a pu identifier, voilà les CAPEX et les OPEX qu'il faut, et avec ces CAPEX et ces OPEX, on va atteindre tel résultat, et si on veut aller plus loin, voilà les CAPEX et les OPEX qu'il faut. Donc il faut aussi, et nos directions se sont largement professionnalisées, que nous on rentre complètement, et je pense que c'est le cas dans un certain nombre de groupes, dans le logiciel de l'entreprise pour montrer ce qu'il faut faire, comment on peut le faire, même si encore une fois, sur la plupart des sujets, personne n'a la solution, et c'est ça qui est passionnant. Quand je vois effectivement des gens qui s'interrogent sur aller dans des entreprises, c'est vrai que c'est plus difficile, mais c'est là où vous pouvez transformer et c'est passionnant parce que c'est là où c'est facile de dire il y a qu'à, il faut, vous pourriez faire ça. Mais quand vous êtes directeur du packaging, qu'on vous dit de supprimer le plastique qui protège le produit et que le client il se retrouve avec son produit écrasé par terre et qu'il n'est pas content et que c'est sur le test de caisse qu'il crie, que vous avez des plaintes, c'est une autre réalité. Et c'est ça qui est passionnant en même temps. C'est justement de trouver ces solutions-là. Ce n'est pas une raison pour ne pas agir, au contraire, c'est pour agir. Mais voilà, il faut accepter qu'on va prendre des risques, qu'on va innover et il faut des équipes. Et là, c'est un sujet de formation en interne qui ont été formés à la prise de risque et à l'innovation parce que sinon, et c'est pas le mythe de l'innovation, c'est pas l'innovation technologique, c'est l'innovation sociale, sociétale, les changements de business model. Enfin, on pourrait y revenir quand vous changez un business model pour dire je fais du vrac, c'est un changement de business model. Je vous promets que vous mettez du vrac dans votre magasin, vous allez perdre du chiffre d'affaires pour commencer. Vous n'allez pas tout de suite avoir plus de 10%. Ça, il faut le couvrir. Qui est-ce qui assume la perte de chiffre d'affaires dans l'entreprise? Ça, c'est des questions qu'il faut adresser.
Oui, en complément, par exemple, nous, on n'a pas 10 ans, évidemment, de RSE structuré comme chez toi, mais typiquement, quand on commence à dire, on va regarder le chiffre d'affaires, cette grande notion de la double matérialité, déjà de comment tu impactes sur le climat et comment le climat impacte sur le business. Déjà, quand on ramène au business, et je reviens toujours à ça, on se pose la question. Donc, quand on produit des plantes dont on a besoin de plantes pour faire des médicaments, si on se projette sur les 20 ans qui viennent au niveau du climat, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sent qu'il y a une vulnérabilité de l'entreprise. Et ça peut déjà commencer à faire bouger. Mesurer ça, parce qu'on parle de biodiversité, c'est super compliqué à mesurer pour une entreprise. Mais quand on voit, par exemple, sa plante, dans 20 ans, elle n'est plus là, ou si l'usine elle est à côté d'un cours d'eau, on voit tout de suite les conséquences. Ça, c'est très concret. L'autre truc, c'est quand on se dit, OK, on va essayer de croître peut-être, on n'en est pas encore à la décroissance, parce qu'il faut faire aussi attention aux vocables, au COMEX. Décroissance, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais si on parle de sobriété, puis on dit, OK, on va essayer de faire ce chiffre d'affaires, cette croissance, et puis on met un ratio CO2, une fois qu'on a compris comment le mesurer. Le ratio CA sur CO2 ou nombre de TP sur CO2, tout de suite, le financier l'a compris. Et ce n'est pas la peine de lui faire un gros truc sur la taxonomie verte tout de suite parce qu'il va prendre peur, quoi. Et ces petits indicateurs tout simples, je pense déjà qu'il faut rentrer dans du concret parce que c'est un indicateur nouveau qui va être regardé et qui va, je pense, comme tu le disais, commencer à ouvrir. Moi, je le vois tous les jours, on ouvre des questions. On peut peut-être faire différemment. Bah ouais, on doit le faire différemment et c'est possible. Mais grâce à des petites choses, je pense. Alors, je complète juste pour vous exposer un petit peu notre approche. Donc, nous, en fait, on a démarré effectivement par une bonne connaissance donc des constats scientifiques avec effectivement de l'expertise scientifique sur des sujets, et aussi essayer vraiment de sortir du tropisme du climat pour avoir une vision en fait systémique des enjeux. Donc, on les a effectivement... Ils ont eu des connaissances très poussées sur le climat, la biodiversité, la déplétion des ressources, parce que c'est un vrai sujet, notamment parce que certaines entreprises pouvaient avoir des scénarios et se projeter sur une vision de développement de l'entreprise, sauf qu'elles sont dépendantes de certaines ressources qui, dans tant d'années, ne seront plus... en quantité forcément suffisante ou sur lesquelles il y aura vraiment des conflits d'usage très forts, notamment aussi au niveau géopolitique. Donc c'est vraiment les amener à bien comprendre ces enjeux pour aussi avoir en fait ensuite la possibilité d'élaborer un diagnostic très poussé de leur organisation et notamment pour avoir aussi la possibilité de se questionner sur la pérennité du modèle, quelles sont les activités qui demain peuvent effectivement aussi se développer, sur lesquelles je dois aussi envisager en fait un renoncement, déjà avoir en fait anticipé et se mettre dans une logique aussi de dynamique de transition. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles en fait il va y avoir un impact très fort, il y aura d'autres, il y a des opportunités aussi à les créer. Donc c'était les mettre aussi dans un mode de réfléchir à 360 degrés. Donc vu que c'était un travail à réaliser entre pairs et accompagnés, c'était vraiment aussi de les amener finalement à activer la fibre entrepreneuriale. Donc aussi, des membres de COMEX, ce sont aussi des entrepreneurs. Donc se dire aussi, il y a des choses que peut-être demain je ne pourrai plus faire, mais qu'est-ce que je peux essayer d'imaginer pour l'après? Et en l'envisageant dès maintenant, et pas en attendant. Il y a peut-être deux remarques pour conclure sur cette question, qui sont plus d'ordre pratique, mais qui, à mon avis, sont aussi importantes parce que le sujet aussi mérite des considérations très pratiques parce que c'est une thématique très compliquée. Je pense que tous autour de la table, on est convaincus que ce n'est pas simple d'accéder à cette strate dirigeante. La première, c'est la question de la temporalité. On a, et je l'ai vécu dans mon entreprise précédente, on a un rapport à l'immédiateté qui est très systématique dans nos organisations, surtout les très grandes qui sont exposées au marché financier, qui sont dans ce mode de pensée. Et on a tendance à évacuer les décisions sur des éléments assez courts, des notes, des présentations assez rapides. Et il faut, à mon avis, très très vite se mettre d'accord sur le fait qu'on est typiquement dans un cas de figure où on ne peut pas se contenter d'une information ponctuelle. Et je pense que l'expérience qui a été proposée par la Convention pour les entreprises pour le climat est remarquable à cet effet. Ça s'inscrit dans 9 mois minimum, 10 mois. Et alors, 10 mois, 6 mois, 12 mois, peu importe, mais on est nécessairement dans une réflexion qui doit s'inscrire dans la durée parce que c'est une itération de pensée sur une nouvelle donne qui est présentée de par ces contraintes environnementales, sociales qui s'apportent à l'entreprise. Donc, on ne pourra pas évacuer le sujet par une note, par la BD de Jean Covici ou par visionnage d'un documentaire très bien fait. Il va falloir poser le temps et inscrire cette interaction avec les dirigeants dans une certaine durée pour nourrir leur réflexion.
Et la deuxième démarche, la deuxième remarque opérationnelle qui me vient, c'est que donc, quand on désigne les dirigeants, en réalité, il y a deux grandes entités dirigeants à distinguer, il me semble. Les dirigeants qui sont les représentants du conseil d'administration, donc les détenteurs ou les représentants du détenteur des capitales, et puis les dirigeants opérationnels qui siègent au comité exécutif. Et on a souvent tendance à commencer par l'un ou l'autre. Et je pense qu'il faudrait en réalité réaliser un travail en miroir, et des administrateurs et des dirigeants opérationnels, puisque un des enjeux fondamentaux de dépasser le modèle dans lequel on se trouve, c'est justement ce blocage qui peut intervenir au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et s'il y a un déséquilibre initial qui est porté dans une appropriation de ces sujets qui est inégale entre soit le côté opérationnel, soit le côté des administrateurs, on va se trouver dans un blocage assez rapide. Donc c'est important que cette évolution puisse se faire de façon synchrone. Et j'ajouterais, mais ça c'est une touche très personnelle, que je vous inviterai fortement à inviter les représentants du personnel dans ces démarches, puisque il faut imaginer dès à présent une autre façon d'envisager la gouvernance, et qui de mieux que vos collaborateurs peuvent y contribuer. Merci Arnaud. Nous avions prévu d'autres questions, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez un volume 2 de cet atelier qu'on pourrait organiser prochainement. J'imagine que vous avez aussi des interrogations, des remarques. Je propose donc de passer dès maintenant au temps de questions-réponses. Et il y a des micros qui vont circuler dans la salle. N'hésitez pas à lever la main et on prendra les questions comme elles viennent. Bonjour. Petite question par rapport justement à ce que vous dites sur la nécessité de la gouvernance de se transformer dans le long terme. Est-ce que actuellement, collectivement, vous rencontrez d'éventuels blocages justement par rapport à ce que vous disiez, les pressions des marchés financiers et de hauts investisseurs qui pourraient bloquer cette transformation, ou est-ce que vous voyez un changement à ce niveau-là? Merci. Ah non, là, on voit plutôt effectivement une transformation dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une très très forte demande de tout le monde sur ces enjeux-là, y compris des investisseurs des marchés financiers qui sollicitent très largement nos directions, les directions relations investisseurs sur nos trajectoires carbone, comment on va les mettre en œuvre, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, donc, et c'est pas depuis septembre, ça fait 2-3 ans qu'on voit bien que la finance aussi s'est complètement saisie des enjeux. Donc là, on est plutôt dans un moment où, pour les directions RSE, si je prends il y a 10 ans, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui d'avoir la mobilisation de tout le monde, y compris parce que les marchés financiers sont en première ligne sur ces questions-là vis-à-vis de groupes comme le nôtre. Moi, je reviens juste, j'en profite sur la formation des représentants du personnel, ça me semble clé, et je ne sais pas si tu as des formations là-dessus, mais je pense qu'il faut effectivement que toutes les organisations syndicales aussi se saisissent de ces outils, qui sont d'ailleurs permis par la loi, je crois, Climat et Résilience, dans les cadres des CSE. C'est indispensable. Nous, on a mis un accord RSE en place en 2014, qui était un vrai accord RSE, donc pas diversité, mais sur l'ensemble des enjeux, y compris sur les questions environnementales. Et en 6 ans, on a vu l'évolution de nos représentants, y compris sur la technicité des questions. Et aujourd'hui, on a des débats extrêmement riches, justement, sur l'impact social et l'impact environnemental des décisions, et les deux à la fois. Et c'est très intéressant quand on veut transformer, parce que très souvent, quand on va parler climat, on va parler problématiques sociales, et potentiellement inversement. Et donc, il faut aussi qu'ils soient embarqués dans l'aventure. Et je reviens dans le récit. Et il faut qu'on ait un récit positif, parce qu'en ce moment, on a surtout des récits négatifs. Et ce n'est pas mobilisateur. Et juste pour compléter, de manière assez concrète, nous on travaille avec des fonds d'investissement et des institutions financières, des banques. Les fonds d'investissement commencent à valoriser le potentiel de critères RSE, ESG et à tenir compte dans la valorisation des entreprises. Et on est en contact déjà avec 4 grosses banques qui ont déjà créé des prêts à impact ou avec des taux bonifiés en fonction de l'évolution des critères RSE. Et c'est assez rare dans le monde économique qu'il y ait un tel alignement de planètes entre, on va dire, les investisseurs, les consommateurs, les citoyens, les collaborateurs. Même si le sujet reste compliqué, bien évidemment, on a à peu près l'impression de regarder à peu près tous dans le même sens, forcément tant qu'il y a une bonne conciliation entre la performance financière et extra-financière.
Je voulais rajouter un point. En effet, ça dépend aussi des secteurs. Et là, on parle beaucoup des grosses entreprises. On parle de CSE. Je pense aux PME et aux TPE qui n'ont pas forcément ce dispositif-là. Donc, je pense que ce serait peut-être un volet 3 de discussion pour que ce soit vraiment opérable pour ces boîtes-là. Mais je pense que c'est aussi de notre... on est redevable, à mon avis, de partager aussi notre expertise avec une expérience plutôt avec ces entreprises-là. Et le point de gouvernance, il est majeur aussi par rapport à un secteur d'activité comme la santé qui est hyper réglementé. Et du coup, la partie prenante à aller chercher aussi, c'est, je pense, le législateur. Je rêverais de mettre autour de la table le ministre de l'économie, de la santé, de la transition énergétique, etc., pour que vraiment il nous sorte quelque chose de concret. Et ça, c'est indispensable aussi, je pense, de sortir de sa boîte. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On rejoint des consortiums pour essayer de faire bouger collectivement les lignes. Et la gouvernance, de toute façon, là, elle suit, puisque sur le plastique, par exemple, on est dans un consortium qui vise à substituer le plastique par de la fibre de bois. On est un petit acteur de la cosmétique, on est avec des gros faiseurs type L'Oréal, LVMH, etc. Ça, c'est une action qui, en plus, rayonne pour l'entreprise, puisqu'on fait partie des grands, même si on est tout petit sur le sujet. Et fondamentalement, le conseil d'administration, il regarde ça avec intérêt. Donc, c'est aussi par l'exemplarité, je pense, et des choix, c'est ce que tu disais, trouver la bonne clé d'entrée, qui rendent aussi, à un moment donné, la gouvernance sur quelque chose de plus concret. Et je reviens toujours à ce côté business qui doit absolument être embarqué, quoi. Merci Muriel. Si ça vous va, on va peut-être donner l'occasion d'une autre question. Oui, monsieur, je vous passe le micro. Oui, bonjour. Comment faites-vous pour mobiliser les dirigeants, pas seulement sur l'aspect environnemental, et donc qu'il n'ait pas une assimilation entre RSE et environnement ? Commencer, puis je laisserai. C'est une très bonne question puisque on assiste aujourd'hui à un biais assez net d'une dérive environnementale des questions de développement durable. Alors l'actualité prêche pour cette dérive, mais je trouve ça très dangereux puisque pour ceux d'entre vous, et je suis certain que c'est le cas, qui vous préoccupez de ces questions-là depuis certain temps, vous savez que tout est lié. Et porter une focale trop importante sur les sujets environnementaux et a fortiori sur les sujets climatiques, c'est occulter de futures crises qui vont intervenir dans le domaine social. Donc une fois que le constat est pesé de cette dérive, je pense que c'est la responsabilité finalement de la personne qui va être initiatrice de la réflexion au sein du conseil d'administration ou du comité exécutif, que de se dire je ne dois pas faire autrement que d'aborder le système sous un angle systémique. Et c'est vrai que ce mot systémique, on l'emploie beaucoup, il est vague, mais c'est la réalité et c'est ce qui fait aussi toute la complexité de l'opération. On ne peut pas faire autrement que de présenter le sujet sous son intégralité, sinon les réponses qui seront apportées seront partielles. Et je pense que voilà, ça doit être un postulat de départ qui doit être apporté, de se dire il faut que j'apporte une compréhension globale des enjeux sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, au même titre que je dois faire la présentation des enjeux environnementaux. Après, alors, il se trouve que, et pour compléter, je te laisserai parler parce que tu as probablement des choses à dire, il se trouve qu'on a quand même la chance d'être porté, enfin la chance, moi je le vois ça comme une chance, d'autres le voient comme une contrainte, mais d'être porté par un environnement réglementaire qui est de plus en plus exigeant en Europe. Et cet environnement réglementaire nous contraint un rappel à l'ordre aussi sur les questions sociales. Alors, je vais juste citer la taxonomie, mais beaucoup de textes le comprennent, mais la taxonomie a bien prévu un garde-fou social, alors même que c'est aujourd'hui une taxonomie environnementale. Donc le contexte réglementaire est porteur, mais c'est une exigence qu'il faut garder à l'esprit systématiquement. Oui, tout à fait. Nous, ce sujet a été abordé effectivement comme un sujet de transformation, mais socio-écologique. Et c'est un sujet, en fait, c'est fondamental parce que donc, nous, on les a amenés à utiliser aussi la philosophie de la permaculture qui prend en fait ce triptyque, prendre soin du système Terre et effectivement derrière pas seulement le sujet du climat, mais aussi prendre soin des hommes, des communautés qu'on touche, avec les sujets effectivement de ses propres collaborateurs, mais aussi de l'accès, de l'accessibilité, du pouvoir d'achat. Et c'est des sujets en fait clés. Et après, pareil, un deuxième sujet en fait. Un troisième pilier fondamental sur lesquels c'est aussi je crée de la valeur et cette valeur à la fois sociale ou écologique, comment aussi je la partage. Donc en fait un vrai sujet sur ce partage de la valeur qui a été aussi abordé. Donc c'est un sujet qui parfois effectivement peut piquer certains dirigeants, mais en fait c'est clé.
Et parce qu'effectivement aussi ce changement de transformation sur les enjeux écologiques, en tout cas au sein des organisations, ça veut dire aussi une transformation à la fois organisationnelle. Ça touche en fait tous les collaborateurs, ça va les toucher aussi même en fait dans leur façon aussi d'aborder. En fait, quand nous on leur a dit qu'il fallait sensibiliser les collaborateurs, c'était quasiment comme eux l'avaient vécu aussi, avec eux d'en faire presque une affaire personnelle. Et donc les amener en fait sur ce sujet-là. Merci Anna. Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose rapidement ? Juste pour compléter ce que vient de dire Anna, en fait, on touche à l'âme de l'entreprise et donc on doit toucher également à l'âme du dirigeant. Et ce faisant, il comprendra la notion d'intégralité du sujet qui comprend l'environnement, la communauté, le social et que tout est lié. Et c'est très important d'aller aussi loin que ça parce que quand on se pose des vraies questions en profondeur des valeurs du pourquoi, du vrai pourquoi, après 5 pourquoi, c'est là qu'on arrive. Et là, c'est magnifique parce que voilà, on voit les petites flammes s'allumer dans les yeux et c'est fantastique. Voilà. Après, moi, je peux effectivement témoigner qu'on est passé d'un prisme, en tout cas dans des groupes comme les nôtres, on était beaucoup sur les questions sociales. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, on travaille beaucoup sur l'engagement social et sociétal de l'entreprise. Et aujourd'hui, notre agenda, il est très évidemment tourné sur le climat. Enfin, mais aussi parce que les directions des ressources humaines, en 10 ans, se sont complètement pris en compte les sujets qu'on pouvait porter. L'égalité homme-femme, c'est complètement pris en compte à tous les niveaux, le handicap, l'engagement des collaborateurs, la santé et sécurité au travail. Donc cet agenda, il est largement porté par les DRH qui sont souvent quand même dans les COMEX aussi aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en fait, on est toujours attrapé par la réalité. Si je prends un cas concret sur l'énergie, nous, on s'est engagé, comme d'autres distributeurs, à réduire en cas de crise, de pic, nos consommations énergétiques et à prendre des mesures qui vont être des mesures qui vont impacter nos collaborateurs au premier lieu. Puisqu'on parle de baisser la température d'1 degré, de mettre les températures à 17 degrés, aller travailler dans un bureau à 17 degrés, si vous n'avez pas accompagné ça en amont avec les organisations syndicales, etc., ça va être très compliqué. Donc très rapidement, toutes les décisions qu'on peut prendre sur les enjeux climatiques, elles nous ramènent à des questions humaines et de transformation. Et on ne fera pas les transformations sans les collaborateurs ou sans nos employés, sans nos clients. Ça, c'est l'idée qu'on va pouvoir transformer tout seul, de manière autonome, via la direction générale d'une entreprise, ça, c'est voué à l'échec. Parce que derrière, vous restez un citoyen, vous restez quelqu'un avec ses contraintes, etc. Donc il faut embarquer l'ensemble des collaborateurs et on va retomber assez vite sur le sujet de la formation. Si on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il faut agir sur le climat, pourquoi il faut réduire les consommations énergétiques, etc., on aura plus de mal à embarquer, à avoir un récit positif qui va se transformer assez vite en récit négatif. Bon, en gros, on nous demande de faire des efforts, mais voilà, on ne sait pas à quoi ça sert, puis vous avez 50 raisons qui vont sortir. Et donc il faut qu'on forme les collaborateurs aussi à ces enjeux-là. Alors, pas forcément à un niveau de détail, on n'a pas besoin que nos collaborateurs soient experts en climat, mais au moins, effectivement, que tout le monde soit embarqué dans l'agenda et comprenne aussi la politique du groupe. Parce que il y a plein de gens qui ne peuvent pas être très convaincus et on les convaincra peut-être pas sur le sujet, mais par contre, il faut qu'ils comprennent qu'on a une politique, qu'on a des engagements, et ça, en tant que salariés, ils doivent appliquer les politiques de l'entreprise. Donc, ça se travaille à tous les niveaux, et c'est pour ça que c'est complexe à faire, parce que quand on va... Et c'est systémique au sens où c'est pas compliqué. Enfin, compliqué à la limite seul mais on sait gérer. C'est que c'est systémique. On va toucher à un élément. On se dit tiens, on va faire un truc bien là en baissant la consommation énergétique. On va gagner sur les émissions de CO2, etc. Mais en fait, on va toucher à d'autres impacts sur les collaborateurs qu'on n'a pas forcément tous anticipés. Et on va se retrouver dans des zones de friction. Et c'est ça le quotidien. C'est ça qu'on doit affronter au quotidien. Et c'est ça qui est passionnant aussi. Merci Mathieu. Oui, une dernière question peut-être pour conclure, monsieur. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je participe à beaucoup d'ateliers de conférences depuis hier matin dans le cadre de ProDurable. Il y a une petite musique de fond quand même que j'entends et qui se répète aujourd'hui. C'est le problème de la temporalité aussi, c'est ce que vous disiez. Ce que j'ai l'impression encore maintenant, c'est qu'on a un problème où il faut qu'on avance vite. Parce que, bon, j'ai entendu des chiffres, il faut qu'on parle de 4, 5, 6% par an pour réduire les gaz à effet de serre. Mais on est sur des enjeux, vous l'avez dit vous-même, de transformation qui demandent du temps. Et moi, ce que j'entends à chaque fois dans les entreprises, y compris les entreprises en pointe comme le groupe Casino, j'ai entendu hier que ces entreprises représentent peut-être que 1, 2, 3% de la masse totale.
Et peut-être une question pour vous. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le bon niveau de braquet au niveau de la formation par rapport aux enjeux et à la vitesse que demandent ces enjeux. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en déphasage. Alors, au niveau peut-être des dirigeants, aussi, de manière aussi peut-être plus générale, je ne sais pas, je voudrais avoir un commentaire là-dessus, mais c'est quelque chose qui me frappe depuis hier. Non, mais ça me frappe également. C'est une réflexion ce qu'il faut savoir, donc déjà, la formation est préalable à l'action. Ça me paraît quelque chose d'assez basique à rappeler, mais c'est indispensable, d'autant plus qu'on est dans des considérations qui sont encore mal connues par les acteurs de l'entreprise. Deuxièmement, on est sur un terrain assez vierge. Il y a encore 3 ans, quand on a lancé EcoLearn, le sujet de la formation au développement durable était quasi inexistant. Je ne vais pas faire offense aux quelques acteurs qui existaient, mais c'est un terrain quasi vierge. Et on a eu une explosion de cette demande qui est intervenue en l'espace de 3 ans, depuis le Covid et puis après tous les événements qu'on ne va pas rappeler. Et aujourd'hui, je suis très, très... pas anxieux, parce que ce n'est pas le terme, mais... interpellé sur effectivement la vitesse d'exécution. On a très peu de temps pour former tout le monde. Et tout le monde devra être formé d'une façon ou d'une autre à ces questions-là. Donc, on a des réflexions, on voit qu'il y a des acteurs qui s'installent. Moi, j'ai le sentiment que, et la démarche qui a été portée par la Convention, par les entreprises pour le climat, me paraît intéressante. Je pense qu'on n'a pas le choix de créer, d'une part, un espèce de plan Marshall organisé de la formation pour que ce soit accompagné par les pouvoirs publics, par les entreprises, par les représentants de la société civile. Et d'autre part, et je pense que ça s'inscrit aussi dans la mission qu'on se fixe, nous-mêmes, on est entreprise à mission, je ne vois pas d'autre solution que de jouer collaboratif sur ce point-là. Donc après, une fois que je dis ça, ce sont des considérations un peu vagues et ouvertes. Mais oui, la vitesse de déploiement de la formation va être absolument critique si on veut que la vitesse de l'action soit à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Arnaud, je pense qu'on peut quand même aussi mettre dans la vitesse des objectifs aux décideurs de la boîte qualitatifs pour une action, une prise en compte, une formation, etc. Et surtout dans leur fiche de poste, déjà de prévoir X% de ton temps passé sur une problématique d'éco-conception, sur le principal produit de la boîte. Et la formation, elle peut venir totalement à côté et au moins engager déjà, je pense, concrètement le manager là-dessus. C'est très opérationnel, mais ça contraint, parce que sinon, c'est fait. Moi, ce que je vois, parce qu'on peut former, mais si le dispositif d'accueil pour passer à l'action, il n'est pas prêt, c'est généralement fait par des gens qui sont passionnés, qui vont faire ça à partir de 19h. Pendant 1 an, ils vont se cramer et ils ne vont pas formaliser ce qu'ils ont fait et ils vont passer une autre personne. Et là, on engorge totalement leur regard. Et en plus, on est contrevenant par rapport au bien-être et au S de la démarche. Donc, formation, mais aussi tout de suite action, parce que sinon, ça, je pense, à la vitesse, on n'y sera pas, quoi. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut faire les deux en même temps. Merci Muriel, merci Anna, merci Arnaud, merci Valérie, merci Mathieu, il y aurait beaucoup de choses à dire. Notre conférence s'arrête officiellement maintenant, mais ce sont bien sûr des sujets que l'on peut reprendre directement à la sortie ou sur notre stand. Sur le sujet qui nous a intéressé aujourd'hui, l'enjeu de formation des dirigeants, nous serions notamment ravis, avec EcoLearn, de vous présenter en détail 2 parcours. Up-to-Date CSO, qui est une réactualisation des compétences pour les décideurs d'aider, et notre formation Masterclass Direction Durable, dont Muriel, aujourd'hui, était une alumnus. Elle pourra aussi vous partager son témoignage. Merci. Merci d'être venu. Au revoir.